Le théâtre est fait pour diviser, voire déranger. Le théâtre, c'est la vie, ces moments d'ennui en moins. Le théâtre doit faire de la pensée le pain de la foule. Il y a deux manières de passionner la foule au théâtre, par le grand et par le vrai. Le grand prend les masses, le vrai saisit l'individu. Le théâtre soutient l'âme. Le théâtre est un géant qui blesse à mort tout ce qu'il frappe. Une pièce de théâtre doit être le lieu où le monde visible et le monde invisible se touchent et se heurtent. Le théâtre n'est fait que pour être vu. Le théâtre est une tribune. Pandémique, le jeu de plateau à forte intensité, avec Kevin. Dans Pandémique, gardez votre calme. Vous incarnez un membre d'une équipe de chercheurs qui lutte contre la propagation de plusieurs maladies virulentes avec Linda. Vous devrez vaincre ces fléaux en retardant leur propagation, tout en recherchant des remèdes pour chacun des 4 virus avant qu'ils ne dégénèrent. Le plateau de jeu représente la carte du monde, avec plusieurs villes sur lesquelles les joueurs peuvent suivre l'avancement des maladies. Avec Muriel. À chaque tour, un joueur peut utiliser jusqu'à 4 actions. Voyager entre les villes, soigner des populations infectées, découvrir un remède ou construire une station de recherche avec Karima. Mais attention, les maladies sont instables et le sort des populations peut rapidement basculer. À la fin de chaque tour, les maladies progressent et peuvent déclencher des éclosions ciblées. Avec Aurélie. Des cartes épidémies sont également dissimulées dans la pioche et peuvent accélérer l'activité des virus. Avec Benoît. Pandémique, un jeu stratégique et coopératif. Jouant un rôle unique au sein de l'équipe, les joueurs doivent planifier leur stratégie en fonction des forces de leur personnage pour vaincre les maladies. Avec Dominique. Par exemple, l'expert des opérations peut construire des stations de recherche qui sont nécessaires pour trouver des remèdes aux maladies et qui permettent une plus grande mobilité entre les villes. Avec Sophie. Le scientifique, quant à lui, n'a besoin que de 4 cartes d'une maladie particulière pour la guérir, au lieu des 5 en temps normal. Avec Fabien. Les maladies se propagent rapidement et le temps presse. Si une ou plusieurs maladies se propagent au-delà de la guérison ou si trop de temps s'écoule, les joueurs ont perdu. Au contraire, s'ils parviennent à trouver les remèdes pour les 4 maladies, la partie est collégialement gagnée. L'avant, midi, on se rivolie. Puis Adèle, mille de la cité et cité de la musique. Je la Belleville, je la Villette. L'après-matin, on se pont des arts et arc de triomphe. On se marais, on se république. Je lui mon souris, rive gauche. Elle se place des Vosges et Vaugirard. Elle se rue et je m'avenue. Je me square. Elle s'esplanade. On se tourne, vertige. On s'entoure, ce demi-tour, se détour par le parc de Bagatelle, verte tige. On se catégoriquement, on se définitivement. Et cependant, il me semble que je suis né et que j'ai vécu longuement et rencontré Jackson et erré dans les villes, les bois et les déserts et que j'ai été longuement au bord des mers en pleurs devant les îles et péninsules
où venaient briller la nuit les petites lumières jaunes et brèves des hommes. Et toute la nuit, les grands feux blancs ou aux vives couleurs qui venaient dans les cavernes où j'étais heureux, tapis sur le sable, à l'abri des rochers, dans l'odeur des algues et de la roche humide, au bruit du vent des vagues me fouettant d'écume ou, soupirant sur la grève et écrivant à peine le galet. Non, pas heureux, ça jamais, mais souhaitant que la nuit ne finisse jamais ni ne revienne le jour qui fait dire aux hommes « Allons, la vie passe, il faut en profiter. » Il reste pourtant quelques rares lieux protégés de cette omnicommunication, dont les salles de théâtre. Que l'on puisse, à l'occasion, s'y ennuyer est peut-être, paradoxalement, un signe d'espoir, dans la mesure où cela signifie qu'il se trouve encore des expériences du temps plein dans la culture contemporaine. Loin des échanges syncopés qui font désormais notre quotidien, le théâtre nous oblige à ralentir quand ce n'est pas à nous arrêter. L'ennui y serait la manifestation du refus du butinage qui définit tant de pratiques culturelles contemporaines. S'enfoncer dans la durée au risque de trouver le temps long, c'est résister. Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance de la bonne nouvelle, j'affirme avec audace ma foi dans l'avenir de l'humanité. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une terre meilleure. Je refuse de croire que l'être humain ne soit qu'un fétu de paille ballotté par le courant de la vie, sans avoir la possibilité d'influencer en quoi que ce soit le cours des événements. Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent que l'homme est à ce point captif de la nuit sans étoiles et du racisme et de la guerre, que l'aurore radieuse de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité. Je refuse de faire mienne la prédiction cynique que les peuples descendront l'un après l'autre dans le tourbillon du militarisme vers l'enfer de la destruction thermonucléaire. Je crois que la vérité et l'amour, sans condition, auront le dernier mot. Effectivement. La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. Je crois fermement que même au milieu des obus qui éclatent et des canons qui tonnent, il reste l'espoir d'un matin radieux. J'ose croire qu'un jour, tous les habitants de la Terre pourront recevoir 3 repas par jour pour la vie de leur corps, l'éducation et la culture pour la santé de leur esprit, l'égalité et la liberté pour la vie de leur cœur. Je crois également qu'un jour, toute l'humanité reconnaîtra en Dieu la source de son amour. Je crois que la bonté salvatrice et pacifique deviendra un jour la loi. Le loup et l'agneau pourront se reposer ensemble. Chaque homme pourra s'asseoir sous son figuier, dans sa vigne, et personne n'aura plus raison d'avoir peur. Notre barque glisse sur l'onde que dort de brûlants rayons. Sa marche lente et vagabonde témoigne que des bras mignons, pleins d'ardeur, mais encore novices, tout fiers de ce nouveau travail, mènent au gré de leurs caprices les rames et le gouvernail. Soudain, 3 cris se font entendre, cris funestes à la langueur dont je ne pouvais me défendre par ce temps chaud, qui rend rêveur. Un conte, disent-elles toutes d'une commune voix. Il fallait céder au cruel. Que pouvais-je, hélas, contre 3 ? La première, d'un ton suprême, donne l'ordre de commencer. La seconde, la douceur même, se contente de demander des choses à ne pas y croire. Nous ne fûmes interrompus par la troisième, c'est notoire, qu'1 fois par minute, au plus. Puis muette, prêtant l'oreille,
au conte de l'enfant rêveur qui va de merveille en merveille, causant avec l'oiseau causeur, leur esprit suit la fantaisie où se laisse aller le conteur et la vérité tôt oublie pour se confier à l'erreur. Le conteur, espoir chimérique, cherche, se sentant épuisé, à briser le pouvoir magique du charme qu'il a composé, et tantôt voudrait de ce rêve finir le récit commencé. Non, non, c'est tantôt, pas de trêve, est le jugement prononcé. Ainsi, du pays des merveilles, se racontèrent lentement les aventures sans pareil, incident après incident. Alors, vers le prochain rivage, où nous devions tous débarquer, rama le joyeux équipage. La nuit commençait à tomber. Tous à Alice acceptaient l'offrande de ces gai récits enfantins et tressaient une guirlande, comme on voit faire aux pèlerins de ces fleurs qu'ils ont recueillies. Et que plus tard, dans l'avenir, bien qu'elles soient hélas flétries, ils chérissent en souvenir. La lune éclaire le sable et la lagune. Le vent a lavé le ciel noir. Il fait presque froid. Je marche pieds nus sur mon sentier, sans faire de bruit. Je suis vêtue seulement d'un pantalon et d'une chemise sans col. Et l'air de la nuit me fait frissonner délicieusement. J'ai le cœur qui bat comme un collégien qui a fait le mur. Tandis que j'attendais que tout le monde soit endormi, j'écoutais les coups de mon cœur. Il me semblait qu'il résonnait dans tout le bâtiment de la quarantaine, jusque dans le sol, qu'il se mêlait à la vibration régulière qui marque le passage du temps. Depuis le débarquement, ma montre s'est arrêtée. Sans doute l'eau de mer, de sable noir, ou le talc qui affleure, qui vole dans les rafales de vent. Je l'ai mise de côté, je ne sais plus où. Je l'ai oubliée. Peut-être dans la trousse de médecin de Jacques, avec mes boutons de manchette et le petit crayon en or de l'arrière-grand-père Eliassin. Maintenant, j'ai une autre mesure du temps, qui est le va-et-vient des marées, le passage des oiseaux, les changements dans le ciel et dans la lagune, les battements de mon cœur. Ce matin, je suis libre. J'ai l'impression de l'avoir toujours été, depuis la première heure de l'aube, depuis le chant du coq insolent, depuis les brumes savoureuses qui ont irrigué mon âme sauvage. Je suis libre. Depuis le premier rayon de vie, depuis le premier flocon d'espoir, depuis la première heure de mort que j'ai surmontée, je suis libre. Depuis tous ces combats qui ont forgé mon esprit fou, fou de vivre, fou d'aimer, aussi passionnément, malgré toutes ces épines sur le chemin de mes rêves qui ont lacéré mes pieds. Je suis libre. Entends-tu le cri des étoiles qui clament mon émancipation du monde? Elle meurt sous les assauts de l'aube, cruelle et indomptable. Je suis libre. J'ai construit sur un nuage l'immense empire de mes idéaux, au sang de ma plume, à l'encre de mes veines. Et rien ne peut l'atteindre, pas même le destin. Tu m'y rejoins souvent, et je t'accueille encore chaque jour avec le même émerveillement. Horloge, dieu sinistre, effrayant,
impassible, dont le doigt nous menace et nous dit « Souviens-toi ». Les vibrantes douleurs dans ton cœur plein d'effroi se planteront bientôt comme dans une cible. Le plaisir vaporeux fuira vers l'horizon, ainsi qu'une sylphide au fond de la coulisse. Chaque instant te dévore un morceau du délice, à chaque homme accordé pour toute sa saison. 3600 fois par heure, la seconde chuchote « Souviens-toi ». Rapide, avec sa voix d'insecte, maintenant dit « Je suis autrefois, et j'ai pompé ta vie avec ma trompe immonde. Remember, souviens-toi, prodigue, esto memor. Mon gosier de métal parle toutes les langues. Les minutes, mortels folâtres, sont des gangs qu'il ne faut pas lâcher sans en extraire l'or. Souviens-toi que le temps est un joueur avide qui gagne sans tricher. À coup sûr, c'est la loi. Le jour décroît, la nuit augmente. Souviens-toi, le gouffre a toujours soif. La clepsydre se vide. Tantôt sonnera l'heure où le divin hasard, ou l'auguste vertu, ton épouse encore vierge, ou le repentir même, oh, la dernière auberge, où tout te dira « Meurs, vieux lâche, il est trop tard ». Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s'y prendre de manière violente. Il suffit de créer un conditionnement collectif si puissant que l'idée même de révolte ne viendrait même plus à l'esprit des hommes. L'idéal serait de formater les individus dès la naissance en limitant leur aptitude biologique innée. Ensuite, on poursuivrait le conditionnement en réduisant de manière drastique l'éducation pour la ramener à une forme d'insertion professionnelle. Un individu inculte n'a qu'un horizon de pensée limité, et plus sa pensée est bornée à des préoccupations médiocres, moins il peut se révolter. Il faut faire en sorte que l'accès au savoir devienne de plus en plus difficile et élitiste, que le fossé se creuse entre le peuple et la science, que l'information destinée au grand public soit anesthésiée de tout contenu à caractère subversif. Surtout, pas de philosophie. Là encore, il faut user de persuasion et non de violence directe. On diffusera massivement, par la télévision, des divertissements flattant toujours l'émotionnel ou l'instinctif. On occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique. Il est bon, dans un bavardage et une musique incessante, d'empêcher l'esprit de penser. On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains. Comme tranquillisant social, il n'y a rien de mieux. En général, on fera en sorte de bannir le sérieux de l'existence, de tourner en dérision tout ce qui a une valeur élevée, d'entretenir une constante apologie de la légèreté, de sorte que l'euphorie de la publicité devienne le standard du bonheur humain et le modèle de la liberté. Le conditionnement produira ainsi de lui-même une telle intégration que la seule peur qu'il faudra entretenir sera celle d'être exclu du système et donc de ne plus pouvoir accéder aux conditions nécessaires au bonheur. L'homme de masse, ainsi produit, doit être traité comme ce qu'il est, un veau, et il doit être surveillé comme doit l'être un troupeau. Tout ce qui permet d'endormir la lucidité est bon socialement. Ce qui menacerait de l'éveiller doit être ridiculisé, étouffé, combattu. Toute doctrine mettant en cause le système doit d'abord être désignée comme subversive et terroriste, et ceux qui la soutiennent devront ensuite être traités comme tels. On observe cependant qu'il est très facile de corrompre un individu subversif.
Il suffit de lui proposer de l'argent et du pouvoir. Je me suis ennuyée. Je ne pouvais pas te voir. Je ne pouvais pas te retrouver au restaurant ou dans un bar. Je pouvais t'entendre, seulement t'entendre. Mais pas te voir, c'était une torture de ne pas te voir. J'ai ressenti le manque. Le manque de toi. Je me demandais sans cesse ce que tu faisais. Et qu'est-ce que tu faisais? Je tentais de nous sauver. Je voudrais crier aux jeunes gens dévorés de l'envie de laisser un nom dans ce monde qu'il y a quelque chose de mieux que de voyager. C'est de ne rien faire. Il y a quelque chose de mieux que d'avoir des aventures. C'est d'en inventer. Il y a quelque chose de mieux que de s'agiter. C'est de s'ennuyer. J'écrirais volontiers un éloge de la paresse et de l'ennui. La paresse, rien de plus clair, est la mère des chefs-d'œuvre. Très loin de l'abrutissement qui naît des grands postes et des hautes fonctions, l'ennui est cet état béni où l'esprit désoccupé aspire à faire sortir du néant quelque chose d'informe et déjà d'idéal qui n'existe pas encore. L'ennui est la marque en creux du talent, le tâtonnement du génie. Dieu s'ennuyait avant de créer le monde. Newton était couché dans l'herbe et bâillait aux corneilles. Quand il a vu tomber de l'arbre sous lequel il s'ennuyait, pomme de la gravitation universelle. Les petits esprits s'énervent au milieu de foules de choses, la plupart du temps inutiles. Les grands esprits ne font rien et s'ennuient comme Descartes, enfermés seuls dans un poêle en Allemagne, avant de découvrir des cieux. C'est une expérience de plus en plus forte chez moi ces derniers temps. Dans mes actions et mes sensations quotidiennes les plus infimes se glisse un soupçon d'éternité. Je ne suis pas seul à être fatigué, malade, triste ou angoissé. Je le suis à l'unisson de millions d'autres à travers les siècles. Tout cela, c'est la vie. La vie est belle et pleine de sens dans son absurdité, pour peu que l'on sache y ménager une place pour tout et la porter tout entière en soi dans son unité. Alors la vie, d'une manière ou d'une autre, forme un ensemble parfait. Dès qu'on refuse ou veut éliminer certains éléments, dès que l'on suit son bon plaisir et son caprice pour admettre tel aspect de la vie et en rejeter tel autre, alors la vie devient en effet absurde. Dès lors que l'ensemble est perdu, tout devient arbitraire. Bonjour, Bonjour, je suis là, sous le pommier. qui es-tu? Tu es bien jolie. Je suis un renard. Viens jouer avec moi. Je suis tellement triste. Moi, je ne puis pas jouer avec toi, je ne suis pas apprivoisée. Ah, pardon. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Tu n'es pas d'ici, que cherches-tu? Je cherche les hommes. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Les hommes, ils ont des fusils et ils chassent. C'est très gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules? Non, je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer des liens. Créer des liens. Bien sûr. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre. Il y a une fleur, je crois qu'elle m'a apprivoisé.
C'est possible, hein, on voit toutes sortes de choses sur Terre. Oh, ce n'est pas sur Terre. Sur une autre planète, Oui, il y a des chasseurs sur cette planète-là? non, Ça, c'est intéressant. Et des poules? non. Bon, rien n'est parfait. Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent, toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me feront rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas les champs de blé? Je ne mange pas de pain. Le blé, pour moi, est inutile. Mais tu as les cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi et j'aimerai le bruit du vent dans le blé. S'il te plaît, apprivoise-moi. Je veux bien, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchand d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire? Il faut être patient. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Le lendemain revint le petit prince. Il eût mieux valu revenir à la même heure. Si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures, déjà, je m'agiterai, je m'inquiéterai, je découvrirai le prix du bonheur. Si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. Qu'est-ce qu'un rite? C'est aussi quelque chose de trop oublié. C'est ce qui fait d'un jour qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec des filles du village. Alors le jeudi est un jour merveilleux, je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous et je n'aurais point de vacances. Ainsi le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche, Ah, je pleurerais. C'est ta faute. Je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. Bien sûr, Mais tu as pleuré. bien sûr. Alors tu n'y gagnes rien. J'y gagne à cause de la couleur du blé. Va revoir tes roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret. le petit prince s'en fut revoir les roses. Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose. Vous n'êtes rien encore. Personne ne vous a apprivoisé et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à 100 000 autres. Mais j'en ai fait mon ami et il est maintenant unique au monde. Et les roses étaient bien gênées. Vous êtes belle, mais vous êtes vide. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble. Mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mise sous globe, puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf les 2 ou 3 pour les papillons, puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou se vanter, ou même quelquefois se taire, puisque c'est ma rose. Et il revint vers le renard. Adieu. Adieu. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose. Les hommes ont oublié cette vérité, mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose.
Je suis responsable de ma rose. Réveillez-vous, chère Alice, lui dit sa sœur. Quel long somme vous venez de faire. Oh, j'ai fait un si drôle de rêve, dit Alice. Et elle raconta à sa sœur, autant qu'elle put s'en souvenir, toutes les étranges aventures que vous venez de lire. Et quand elle eut fini son récit, sa sœur lui dit en l'embrassant, « Certes, c'est un bien drôle de rêve, mais maintenant, courez à la maison prendre le thé. Il se fait tard. » Alice se leva donc et s'éloigna en courant, pensant le long du chemin, et avec raison, quel rêve merveilleux elle venait de faire. Mais sa sœur demeura assise, tranquillement, comme elle l'avait laissé, la tête appuyée sur la main, contemplant le coucher du soleil et pensant à la petite Alice et à ses merveilleuses aventures, si bien qu'elle se mit aussi à rêver, en quelque sorte, et voici son rêve. D'abord, elle rêva de la petite Alice personnellement. Les petites mains de l'enfant étaient encore jointes sur ses genoux et ses yeux vifs et brillants plongeaient leur regard dans les siens. Elle entendait jusqu'au son de sa voix. Elle voyait ce singulier petit mouvement de la tête par lequel elle rejetait en arrière les cheveux vagabonds qui sans cesse lui revenaient dans les yeux. Et comme elle écoutait, ou paraissait écouter, tout s'anima autour d'elle et se peupla des étranges créatures du rêve de sa jeune sœur. Les longues herbes bruissaient à ses pieds sous les pas précipités du lapin blanc. La souris effrayée faisait clapoter l'eau en traversant la mare voisine. Elle entendait le bruit des tasses, tandis que le lièvre et ses amis prenaient leur repas qui ne finissait jamais, et la voix perçante de la reine envoyant à la mort ses malheureux invités. Une fois encore, l'enfant porc éternuait sur les genoux de la duchesse, tandis que les assiettes et les plats se brisaient autour de lui. Une fois encore, la voix criarde du griffon, le grincement du crayon d'ardoise du lézard et les cris étouffés des cochons d'Inde mis dans le sac par ordre de la cour remplissaient les airs, en se mêlant aux sanglots que poussait au loin la malheureuse fausse tortue. C'est ainsi qu'elle demeura assise, les yeux fermés, et se croyant presque dans le pays des merveilles, bien qu'elle sût qu'elle n'avait qu'à rouvrir les yeux pour que tout fût changé en une triste réalité. Les herbes ne remueraient plus alors que sous le souffle du vent, et l'eau de la mare ne murmurerait plus qu'au balancement des roseaux. Le bruit des tasses deviendrait le tintement des clochettes au cou des moutons, et elle reconnaîtrait les cris aigus de la reine dans la voix perçante du petit berger, l'éternuement du bébé, le cri du griffon et tous les autres bruits étranges ne seraient plus, elle le savait bien, que des clameurs confuses d'une cour de ferme, tandis que le beuglement des bestiaux dans le lointain remplacerait les lourds sanglots de la fausse tortue. Enfin, elle se représenta cette même petite sœur dans l'avenir, devenue elle aussi une grande personne. Elle se la représenta conservant jusque dans l'âge mûr le cœur simple et aimant de son enfance et réunissant autour d'elle d'autres petits-enfants dont elle ferait briller les yeux vifs et curieux au récit de bien des aventures étranges et peut-être même en leur contant le songe du pays des merveilles du temps jadis. Elle la voyait partager leurs petits chagrins et trouver plaisir à leurs innocentes joies, se rappelant sa propre enfance et les heureux jours d'été.
Ce qui est plus original dans notre ville est la difficulté qu'on peut y trouver à mourir. Difficulté, d'ailleurs, n'est pas le bon mot, et il serait plus juste de parler d'inconfort. Ce n'est jamais agréable d'être malade, mais il y a des villes et des pays qui vous soutiennent dans la maladie, où l'on peut en quelque sorte se laisser aller. Un malade a besoin de douceur. Il aime à s'appuyer sur quelque chose, c'est bien naturel. Mais à Oran, les excès du climat, l'importance des affaires qu'on y traite, l'insignifiance du décor, la rapidité du crépuscule et la qualité des plaisirs, tout demande la bonne santé. Un malade s'y trouve bien seul. Qu'on pense alors à celui qui va mourir, pris au piège derrière des centaines de murs crépitants de chaleur, pendant qu'à la même minute, toute une population, au téléphone ou dans les cafés, parle de traite, de connaissements et d'escomptes. On comprendra ce qu'il peut y avoir d'inconfortable dans la mort, même moderne, lorsqu'elle survient ainsi dans un lieu sec. Ces quelques indications donnent peut-être une idée suffisante de notre cité. Au demeurant, on ne doit rien exagérer. Ce qu'il fallait souligner, c'est l'aspect banal de la ville et de la vie. Mais on passe ses journées sans difficulté aussitôt qu'on a des habitudes. Du moment que notre ville favorise justement les habitudes, on peut dire que tout est pour le mieux. Sous cet angle, sans doute la vie n'est pas très passionnante. Du moins, on ne connaît pas chez nous le désordre, et notre population, franche, sympathique et active, a toujours provoqué chez le voyageur une estime raisonnable. Cette cité, sans pittoresque, sans végétation et sans âme, finit par sembler reposante, et on s'y endort enfin. Mais il est juste d'ajouter qu'elle s'est greffée sur un paysage sans égal, au milieu d'un plateau nu entouré de collines lumineuses, devant une baie au dessin parfait. On peut seulement regretter qu'elle se soit construite en tournant le dos à cette baie et que, partant, il soit impossible d'apercevoir la mer qu'il faut toujours aller la chercher. Arrivé là, on admettra sans peine que rien ne pouvait faire espérer à nos concitoyens les incidents qui se produisent au printemps de cette année-là et qui furent, nous le comprîmes ensuite, comme les premiers signes de la série de graves événements dont on s'est proposé de faire ici la chronique. Ces faits paraîtront bien naturels à certains et à d'autres invraisemblables au contraire. Mais après tout, un chroniqueur ne peut tenir compte de ces contradictions. Sa tâche est seulement de dire ceci est arrivé, lorsqu'il sait que ceci est en effet arrivé, que ceci a intéressé la vie de tout un peuple et qu'il y a donc des milliers de témoins qui estimeront dans leur cœur la vérité de ce qu'il dit. Fier autant qu'un vivant, de sa noble stature, avec son gros bouquet, son mouchoir et ses gants. Elle a la nonchalance et la désinvolture d'une coquette maigre, extravagant. Vit-on jamais au bal une taille plus mince? Sa robe exagérée en sa royale ampleur s'écroule abondamment sur un pied sec que pince un soulier pomponné, joli comme une fleur. La ruche qui se joue au bord des clavicules comme un ruisseau lascif qui se frotte au rocher, défend pudiquement des lazzi ridicules les funèbres appâts qu'elle tient à cacher. Ses yeux profonds sont faits de vide et de ténèbres, et son crâne de fleurs artistement coiffées aussi mollement sur ses frêles vertèbres, au charme d'un néant follement attifé. Aucuns t'appelleront une caricature qui ne comprennent pas, amant ivre de chair, l'élégance sans nom de l'humaine armature. Tu réponds, grand squelette, à mon goût le plus cher. Viens-tu troubler avec ta puissante grimace la fête de la vie, ou quelque vieux désir éprenant encore ta vivante carcasse te pousse-t-il crédule au sabbat du plaisir? Pour dire vrai, je crains que ta coquetterie ne trouve pas un prix digne de ses efforts.
Qui de ces cœurs mortels entend la raillerie? Les charmes de l'horreur n'enivrent que les forts. Le gouffre de tes yeux, plein d'horribles pensées, exhale le vertige, et les danseurs prudents ne contempleront pas, sans d'amères nausées, le sourire éternel de tes 32 dents. Il y a des mois que j'écoute les nuits et les minuits tombés, et les camions dérobaient la grande vitesse à la route, et grognaient l'heureuse dormeuse, et mangeaient la prison les vers. Printemps, été, automne, hiver, pour moi, n'ont aucune berceuse, car je suis inutile et belle, en ce lit où l'on n'est plus qu'un, las de ma peau sans parfum que pâlit cette ombre cruelle. La nuit crisse et froisse des choses par le carreau que j'ai cassé, où s'engouffre l'air du passé, tourbillonnant en 1000 pauses. C'est le drap frais, le dessin mièvre, les chants au mur, le reposoir. C'est la voix maternelle un soir où l'on criait parmi la fièvre. Le grand jeu d'amant et maîtresse fut bien pire que celui-là. C'est lui pourtant qui reste là, car je suis nu et sans caresse. Mais veux dormir. Ceci annule les précédents. Ah, m'évader dans les pavots. Ne plus compter les pas de cellule en cellule. Le soleil était éclatant. La moindre salle se mit à fumer. Les journées étaient torrides, les nuits froides. Il y eut un cas de choléra foudroyant. Le malade fut emporté en moins de 2 heures. Les convulsions, l'agonie, devancés par une cyanose et un froid de la chair épouvantable firent le vide autour de lui. Même ceux qui lui portaient secours reculaient. Son faciès était éminemment colérique. C'était un tableau vivant qui exprimait la mort et ses méandres. L'attaque avait été si rapide qu'il subsista pendant un instant encore les marques d'une stupeur étonnée, très infantine, mais la mort dut lui proposer tout de suite des jeux si effarants que ses joues se décharnèrent à vue d'œil, ses lèvres se retroussèrent sur ses dents pour un rire infini. Enfin, il poussa un cri qui fit fuir tout le monde. Je jure, par Apollon médecin, par Asclépios, par Hygie et Panacée, par tous les dieux et toutes les déesses, les prenant à témoin, de remplir, selon ma capacité et mon jugement, ce serment et ce contrat, de considérer d'abord mon maître en cet art à l'égal de mes propres parents, de mettre à sa disposition des subsides, et s'il est dans le besoin, de lui transmettre une part de mes biens, de considérer sa descendance à l'égal de mes frères, et de leur enseigner cet art, s'ils désirent l'apprendre, sans salaire ni contrat, de transmettre les préceptes, des leçons orales et le reste de l'enseignement à mes fils, à ceux de mon maître, et aux disciples liés par un contrat et un serment,
suivant la loi médicale, mais à nul autre. J'utiliserai le régime pour l'utilité des malades, suivant mon pouvoir et mon jugement. Mais si c'est pour leur perte ou pour une injustice à leur égard, je jure d'y faire obstacle. Je ne remettrai à personne une drogue mortelle si on me le demande, ni ne prendrai l'initiative d'une telle suggestion. De même, je ne remettrai pas non plus à une femme un pécère abortif. C'est dans la pureté et la piété que je passerai ma vie et exercerai mon art. Je n'inciserai pas non plus les malades atteints de lithiase, mais je laisserai cela aux hommes spécialistes de cette intervention. Dans toutes les maisons où je dois entrer, je pénétrerai pour l'utilité des malades, me tenant à l'écart de toute injustice volontaire, de tout acte corrupteur en général, et en particulier des relations amoureuses avec les hommes et les femmes, libres ou esclaves. Tout ce que je verrai ou entendrai au cours du traitement, ou même en dehors du traitement, concernant la vie des gens, si cela ne doit jamais être répété au dehors, je le tairai, considérant que de telles choses sont secrètes. Eh bien donc, si j'exécute ce serment et ne l'enfreins pas, qu'il me soit donné de jouir de ma vie et de mon art, honoré de tous les hommes pour l'éternité. En revanche, si je le viole et que je me parjure, que ce soit le contraire. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier aux cendres, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les oiseaux, sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne d'aimante, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux, du miroir et de ma chambre. Sur mon lit coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur le tremblin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écoulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence, sans désir, sur la solitude nue, sur les marges de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté. Merci. 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 Merci.
Merci. Merci. Merci. Merci. Ce matin, je suis libre. Merde, attends, faut recommencer parce qu'on me voyait. On mettra la sexualité au premier plan. Pardon, j'ai fouché. Ah, c'est pas grave, ça arrive. Se planteront bientôt, comme dans une cible. Oh, je suis désolée, putain. Elle tousse. Elle n'a pas fait dans son coude. Ah, t'as pas toussé dans ton coude, Karima? Karima, Ah, t'as pas toussé dans ton coude? Contamine, Karima. Son faciès était éminemment colérique. C'était un tableau vivant. Ah, mais merde!